Bonjour, dans cette vidéo, on va parler un peu de polynômes cyclotomiques. Mais avant, on va parler des racines de l'unité. Ok, c'est quoi une racine de l'unité? C'est un nom complexe zeta tel qu'il existe un nombre naturel n avec zeta puissance n qui est égal à 1. On dira alors que zeta c'est une énième racine de l'unité. Par exemple, pour n égale à 4, peut-être que vous avez une idée de quelles sont les quatrièmes racines de l'unité, mais il y en a déjà 4 auxquelles on peut penser. Ce serait 1, i, moins 1 et moins i. Et comme on est en train de résoudre l'équation x puissance 4 moins 1 égale à 0, il y a au maximum 4 solutions, vu que c'est un polynôme de degré 4. Et donc on a trouvé toutes les quatrièmes racines de l'unité. Ok, faisons un autre exemple. Prenons n égale 3 cette fois. Ok, si on résout ça sous la forme polaire, on voit qu'il y a 3 solutions. Peut-être on écrit zeta sous forme polaire, ça nous aide à résoudre et on trouve ces 3 solutions-là, qui sont un nombre que j'appellerai oméga, et oméga au carré, où oméga est en fait e puissance 2 pi i sur 3. Et avec de la trigonométrie, on voit que ça c'est moins 1 demi plus racine de 3 sur 2 fois i. Ok. Ok, mais ce qu'on a fait ici pour n égale à 3 sous forme polaire, en fait on peut le faire dans le cas général. Et en fait on voit que pour tout n, en fait des énièmes racines de l'unité, si j'abrège en RDU, il y en a exactement n. Et elles s'écrivent de la forme suivante, c'est e puissance 2 pi i k sur n, avec k qui va de 0 à n-1. Ça, on peut aussi le réécrire comme les puissances de zeta, avec k qui va de 0 à n-1, où zeta, ce sera quoi? Peut-être je vais prendre une autre couleur. Ce sera e puissance 2 pi i sur n. Voilà ce qu'il y a à dire sur les racines de l'unité. Maintenant, il y a des racines de l'unité qui nous intéressent plus que d'autres. Quand on prend les racines énièmes de l'unité, on va considérer les énièmes racines de l'unité qui sont primitives. Et on dira qu'elles sont primitives si leur ordre multiplicatif est n. Par exemple, reprenons n égale à 4 qu'on avait avant. Donc on avait 1, on avait... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? On avait 1, on avait i, moins 1 et moins i. Et maintenant, pour chacune de ces racines, on va se demander quel est son ordre. Et si c'est 4, ce sera une quatrième racine primitive de l'unité. Ok. Alors, 1, quel est son ordre? Bah, c'est juste 1. Pourquoi? Parce que on a juste besoin de le mettre à la puissance 1 pour arriver à 1, vu que c'est déjà 1. Bon, c'est pas très intéressant. Alors, i au carré vaut moins 1, i au cube vaut moins i, et i puissance 4 vaut 1. Donc, l'ordre multiplicatif de i vaut 4. Ensuite, l'ordre multiplicatif de moins 1 vaut 2, parce que moins 1 au carré, c'est déjà égal à 1. Et l'ordre multiplicatif de moins i, c'est 4. Ok, donc on remarque que sur ces 4, il n'y en avait que 2 qui étaient vraiment des racines de l'unité, des racines quatrièmes primitives de l'unité, c'est i et moins i. Donc je les mets en bleu. Ok, peut-être un autre exemple. Pour n égale à 6, on peut se demander quelles sont les sixièmes racines primitives de l'unité. Donc ici, je ne vais même pas donner leur nom, juste les dessiner. Donc j'ai juste besoin de disposer 6 points équitablement sur le cercle unité, commençant par 1. Ok, ensuite on peut regarder quel est l'ordre de tous ces points. Donc l'ordre de ça, c'est 1, vu que c'est déjà 1. Ensuite, l'ordre de ce point-ci, j'ai besoin de multiplier avec lui-même 6 fois, pour faire 6 fois le tour, pour faire une fois le tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, celui-là, c'est le point où on avance de 2 crans. Donc si je le mets au carré, j'arrive ici, et encore une fois, donc l'ordre est 3. Ici, l'ordre est 2, l'ordre est 3, et l'ordre est 6. Similairement, on peut trouver ces deux valeurs. Et donc, on voit que pour n égale à 6, il n'y a que 2 racines sixièmes de l'unité qui sont primitives, c'est celle-ci et celle-ci. Ok, on peut faire, de ces deux exemples, on peut tirer
on peut voir des choses. On peut voir déjà que les quatrièmes racines de l'unité, ce sont en fait les racines dième de l'unité primitive avec d qui divise 4. En fait, les racines quatrièmes de l'unité, ce sont les racines premières de l'unité primitive, la racine deuxième de l'unité primitive, et les deux racines quatrièmes de l'unité primitive. Donc, on peut écrire ça de cette façon-ci. En fait, les énièmes, et ça vient juste de la définition de l'ordre, les énièmes racines de l'unité, ce sont en fait l'union pour d qui divise n des dièmes racines de l'unité qui sont primitives. Ok, ça c'est une remarque importante qu'on utilisera par la suite. Ok, et une autre remarque, c'est qu'en fait la première racine énième de l'unité, qu'on avait appelée zeta ici, peut-être que je l'aurais écrit, en fait celle-ci elle est toujours primitive. Enfin, alors ça n'a pas vraiment de sens de dire qu'un nombre est une racine primitive, il faut aussi lui associer un n, du coup je l'écris à côté. L'ordre de zeta en tant que énième racine, enfin l'ordre de zeta est n, et donc en tant que énième racine de l'unité, elle est primitive. Ok, voilà les deux remarques importantes que je voulais faire. Maintenant, on sait combien il y a de racines de l'unité, il y en a n, c'est ce qu'on a vu ici. Maintenant, on pourrait se demander combien il y a de racines primitives de l'unité. Et c'est ce qui est donné par la proposition suivante. Il y a en fait phi de n racines primitives énième de l'unité. Ok, ça en fait c'est équivalent au résultat suivant, qui va juste regarder les ordres multiplicatifs. En utilisant le même zeta qu'avant, en fait, on a le résultat suivant. L'ordre de zeta i, il va aussi valoir n, tout comme zeta. Alors peut-être j'utilise pas i, plutôt k. Si et seulement si le PJCD entre k et n vaut 1. Et ça, c'est un résultat important qu'on va démontrer. Ensuite, on va voir pourquoi il est vraiment équivalent à celui juste au-dessus. Pour démontrer ça, on va juste considérer les deux cas où le PGDC vaut 1 ou où il est plus grand que 1. Donc le premier cas, le PGDC est plus grand que 1. Faisons 1 d'abord. Faisons 1 d'abord, comme ça c'est fait. Ok, si ce PGDC est 1, on veut montrer que le zeta puissance k, son ordre vaut n. Donc déjà, vérifions que quand on le met à la puissance n, ça vaut 1. Mais ça, c'est assez automatique. Parce qu'on peut inverser les puissances, et on sait que zeta puissance n vaut 1. C'est même son ordre. Donc ça c'est bon. Et maintenant montrons qu'il n'y a pas de chiffre plus petit que n qui a cette propriété. Donc supposons que ça vale 1. Mais ça en fait c'est juste, peut-être je l'écris ici. Ça en fait c'est juste zeta puissance k fois r. Donc si ça c'est vrai, comme n est l'ordre de zeta, on doit voir que n divise k fois r. Et comme on sait que le PGDC de k et n est 1, ça voudrait dire que n divise r, en particulier n est plus petit que r, et donc comme on a montré que n fonctionnait et que les autres nombres qui fonctionnent doivent être au moins plus grands que n, si r est non nul, ici, on n'est pas intéressé par le cas où r est nul, alors c'est bon, ce cas est vérifié. Peut-être j'écris la conclusion, qui est que l'ordre de zeta puissance k est égal à n. Ok, ça c'est bon. Et le deuxième cas, c'est si le PGDC est plus grand que 1, alors on est à la recherche d'un nombre plus petit que n, tel que si on met ce nombre-là à cette puissance, ça vaudra 1. Alors ce nombre, je vous le donne, c'est n divisé par quelque chose, divisé par le PGDC. Maintenant, comme on sait que ça c'est plus grand que 1, ça ce sera strictement plus petit que n. Maintenant, quand je calcule cette puissance, je peux intervertir des puissances, et j'obtiens que ça c'est zeta puissance n fois k divisé par nk, par le PGDC, qui est un nombre naturel. Donc ça, ce sera 1 puissance, et ça vaudra 1, ce qui démontre le résultat ici. Peut-être je mets la conclusion, ça veut dire que ça
que l'ordre de zeta puissance k est strictement plus petit que n, vu qu'il y a un nombre plus petit que n qui a cette puissance-là donne 1. Et donc ça termine la preuve. Ok, et maintenant pourquoi il aurait phi n racine primitive énième de l'unité? Ben, en fait, on sait que les... peut-être si on veut compter les racines... Comment je peux écrire ça? D'abord énième. Les énièmes racines de l'unité primitive. En fait, il faut que je compte... Parce qu'on sait à quoi ressemblent les racines énièmes de l'unité, on l'a vu avant. Ça va être toutes les puissances de zeta. Sauf qu'il faut juste que je considère, parce qu'on vient de voir, celle dont la puissance est première avec n. Donc il faut que 0 soit entre k, faut que k soit entre 0 et n-1. Et il faut que k soit premier avec n. Mais c'est vrai que c'est très similaire et ça nous donne exactement phi de n. Enfin, c'est très similaire à la définition de phi de n. Il suffit de remplacer le 0 par un n, mais on voit que ça ne change rien. Et c'est bon. Et ça nous démontre cette proposition. Ok, voilà ce qu'on voulait dire sur les racines de l'unité. Maintenant, on est prêt à définir les polynômes cyclotomiques. Alors, on prend un nombre naturel n, et le nème polynôme cyclotomique, ce sera juste le polynôme le plus simple ayant comme racine les racines primitives nème de l'unité. Ce sera donc le produit de x moins zeta, où zeta va parcourir toutes les racines primitives nème. Et comme on a vu, peut-être un petit commentaire ici, pourquoi est-ce que c'est vrai que le degré de ce polynôme est phi n? Parce qu'on a vu qu'il y avait exactement phi n racines primitives de l'unité, donc nème de l'unité. Donc ce produit-là, il y aura en fait exactement phi n facteur, et donc le degré, ce sera x puissance phi n. Ok, regardons un peu pour quelques valeurs de n à quoi va ressembler le polynôme cyclotomique. Pour n égale à 1, bah, il y a une seule... il y a la première racine de l'unité primitive, ce sera 1, donc le polynôme cyclotomique est très simple, ça va être x moins 1. Ok, pour n égale à 2, ben, c'est un peu la même chose, il y a une seule racine primitive deuxième de l'unité, donc phi 2, ce sera juste x plus 1. Maintenant, avec cette définition, essayons de calculer phi 3. Alors phi 3, ce sera le produit de x moins oméga fois x moins oméga carré, ou, rappel, alors pas ici, mais ici, oméga, c'est e puissance 2 pi sur 3. Okay, on a vu que ces deux-là étaient les deux autres 3 racines de l'unité, sans compter 1. Ok. Alors maintenant, il faut développer ça. Ça, c'est x carré moins oméga plus oméga carré fois x, plus oméga fois oméga carré. Maintenant, oméga plus oméga carré, ça, on peut le calculer avec ce qu'on avait calculé avant. En fait, on va additionner moins 1 demi plus racine de 3 demi fois i, moins 1 demi moins racine de 3 sur 2i, vu que en fait, oméga carré est le conjugué complexe d'oméga. Ça se vérifie sans trop de problème. Donc on trouve que ce coefficient vaut moins 1, donc que le coefficient du x c'est plus 1. Et oméga fois oméga carré, c'est oméga au cube, et ça on sait que ça fait 1 par la définition d'oméga. Enfin, parce que c'est une racine troisième de l'unité. Ok. Donc voilà à quoi ressemblent les trois premiers... Enfin, à quoi ressemblent. Voilà exactement les trois premiers polynômes cyclotomiques, x-1, x plus 1 et x carré plus x plus 1. Alors déjà, avec ce qu'on sait, on peut déjà avoir un résultat sur les polynômes cyclotomiques, qui est le suivant. C'est même un théorème. C'est que x puissance n-1, on peut le factoriser avec des polynômes cyclotomiques. Pourquoi ça c'est vrai? Ben, on va réutiliser en fait un résultat qu'on avait écrit quelque part, je crois ici. Que les énièmes racines de l'unité, c'était l'union pour tous les d qui divisent n des dixièmes racines de l'unité primitive. Donc maintenant, si on utilise ça ici, en fait, on sait que x puissance n-1, c'est le produit de x moins zeta, où zeta va parcourir les racines de l'unité énième. Mais maintenant, on sait exactement, par ce que je viens de dire avant, à quoi ressemblent les racines de l'unité énième. C'est en fait, pour tous les diviseurs de n, c'est les racines de l'unité dixième primitive.
Sauf que maintenant, ça, c'est exactement la définition du polynôme cyclotomique. Et donc, on a que c'est le produit, quand d divise n, de phi d. Alors ça, c'est un x. Ok. Voilà pour ça. En fait, ça démontre déjà le théorème. Mais c'est pas la seule chose que je voulais dire, en fait. C'est qu'avec ça, on peut calculer les polynômes cyclotomiques plus facilement. Par exemple, si on voulait calculer le troisième polynôme cyclotomique, avant, ça nous a pris un peu de temps, on devait calculer oméga plus oméga carré, oméga fois oméga carré. En fait, on pouvait le faire plus facilement. Par ce théorème-là, on sait que x cube moins 1, c'est phi 1x fois phi 3x. Sauf que phi 1x, on sait, peut-être avec une... comme ça, on sait que c'est x moins 1. Donc, en faisant la division euclidienne de ça par ça, on peut trouver que phi 3 de x, c'est x cube moins 1 sur x moins 1. Donc, c'est x carré plus x plus 1. Ça se fait facilement par division euclidienne, c'est quelque chose d'assez géométrique. Ok, en fait, même ça, ce qu'on vient de voir ici, on peut le généraliser pour tous les nombres premiers. En fait, comme on sait que x puissance p moins 1, c'est phi 1x fois phi p de x, on en déduit que phi p de x, c'est x puissance p moins 1 sur x moins 1, parce que je le réécris vraiment pour être... comme ça fait joli. Ça fait... alors, ça fait... ah ouais... ça fait x puissance p moins 1 plus x puissance p moins 2, ainsi de suite. Voilà, donc on a encore... là, on a calculé, du coup, le polynôme cyclotomique pour tous les nombres premiers, pour n égale p. Ok, maintenant on peut prendre quelques exemples de premiers polynômes cyclotomiques. On peut les calculer avec les deux méthodes, mais plutôt avec la dernière qu'on vient de voir, qui va beaucoup plus vite. Donc on remarque que le commentaire qu'on a fait avant, pour des nombres premiers, ici, en fait on l'a utilisé ici, ici pour 2, 3, 5 et 7. On voit bien qu'on a la forme qu'on a dite exactement, x plus 1, x carré plus x plus 1, ainsi de suite. Voilà. Mais il y a quelque chose qui surprend un peu quand on découvre les polynômes cyclotomiques pour la première fois, c'est que ils ont des formes assez simples en fait. On s'attend à quelque chose d'un peu plus compliqué quand on multiplie des racines primitives entre elles, mais au final, on a l'impression que tous ces polynômes-là auront toujours des coefficients entiers. Et on peut se demander si c'est vrai. Enfin, c'est pas évident de savoir pourquoi on n'a que des coefficients entiers. Ici, on voit même que des 1, des 0, des moins 1. Ok. Donc en fait, on peut même déjà démontrer ça. On va démontrer donc que phi de n, c'est toujours un polynôme unitaire qui prend ses coefficients dans z, donc des coefficients entiers, et de degré phi n, ça on l'a déjà vu. Donc la seule chose qu'on doit montrer ici dans cette proposition, c'est qu'il prend ses coefficients dans z. Ok, pour faire ça, on va utiliser de la récurrence un peu. Ok, bon, pour n égale à 1, il faut juste vérifier que x-1 est dans z de x. Ça, c'est ok. Et maintenant, pour le pas de récurrence, ok, peut-être je retente ça. On remarque la chose suivante. On remarque la chose suivante, c'est que x puissance n moins 1, on a vu que c'était le produit de d divise n de phi d x. Et ça, on peut mettre phi nx en évidence. Donc d divise... il faut que d divise n, mais que d ne soit pas n, fois phi n de x. Ok. Et maintenant, en fait, on remarque que ça, c'est dans zx, et ça, par hypothèse de récurrence, c'est tous des nombres qui sont plus petits que n, donc on peut supposer qu'ils sont dans zx aussi. Donc en fait, ça qui est censé être un polynôme qui prend ses coefficients complexes, on voit que par division euclidienne, si on fait la division de ça par ça, ben, au pire des cas, on a des coefficients qui seront rationnels, vu qu'on fait juste une division. Donc, phi n de x est en fait dans... oh, il est pas beau celui-là. Est en fait dans q de x par division euclidienne.
Ok, mais maintenant, une fois qu'on sait que ça c'est dans Q de x, on peut utiliser le lemme de Gauss qui nous dit qu'on peut analyser les contenus, et comme on a deux éléments de z de x, en fait, on sait que phi de n de x est dans z de x, par le lemme de Gauss. Ok, et c'est tout. En fait, c'est pas trop dur de montrer que c'est dans z de x, mais ça peut surprendre. Et maintenant vient la partie la plus difficile, c'est qu'on va en fait démontrer que c'est pas seulement un polynôme de z de x, mais que c'est aussi un polynôme irréductible de z de x. Et bon, en effet, si on regarde rapidement, on peut démontrer par exemple que x carré plus x plus 1 et x carré plus 1 sont les deux irréductibles, mais maintenant on va voir une preuve générale pour tout phi n. Alors, c'est parti. Pour cette preuve, on a juste besoin d'un petit lemme. Enfin, on a en tout cas besoin d'un petit lemme. C'est la chose suivante, c'est que pour un polynôme qui prend ses coefficients, alors peut-être je le réécris, c'est fx puissance p, c'est fx puissance p, lorsqu'on a nos coefficients dans fp. Ok, alors ça pourquoi c'est vrai? Alors il faut bien connaître ce corps AP élément, mais on va voir pourquoi. D'abord il faut se rappeler que l'addition dans fp commute avec la puissance p. Pourquoi? Parce que si j'utilise la formule du binôme de Newton, j'ai que ça c'est a puissance p plus 1 parmi p, ap moins 1 b plus 2 parmi p, p moins 2 b au carré, tous ces termes là, jusqu'à bp. Et en fait, si on analyse tous ces coefficients binomiaux au milieu, on voit qu'ils sont tous divisibles par p. Donc si on prend nos coefficients dans le corps AP élément, tout ça va disparaître, laissant juste AP plus BP. Ok, et une fois qu'on sait que l'addition commute avec ça, on est prêt à démontrer ce lemme, parce que si on a n'importe quel polynôme f de x, que j'écris sous sa forme générale comme ça, ax plus a0, si on le met puissance p, ben, comme c'est une somme finie, je peux faire commuter avec la puissance p, donc j'ai que c'est an xn puissance p plus, chaque terme va être puissance p. Et maintenant, on remarque que an puissance p, par le petit théorème de Fermat, c'est an. C'est vrai pour tous les éléments du corps AP élément. Donc an ne bouge pas, et on peut faire rentrer le p, faire commuter avec n, vu que ce sont des puissances. Donc on a x puissance p puissance n, et on peut faire ça pour chaque terme. A1, x puissance p, plus A0, et le lemme est déjà démontré. Ok, mais on voit pas trop pourquoi ce lemme nous aiderait, vu qu'ici on est en train de prendre des coefficients dans le corps AP élément, alors qu'ici on n'est pas du tout on est en caractéristique nulle. Mais on va voir pourquoi. Donc c'est parti, prenons notre polynôme cyclotomique, énième polynôme cyclotomique, et écrivons-le comme f de x fois g de x, avec f de x un de ses composants irréductibles. Le but du jeu, le but, c'est démontrer que f de x, si son degré n'est pas 0, si c'est pas une constante, c'est de démontrer que ce sera égal à phi de n de x. Mais bon, ça, c'est vraiment le but. On est encore loin. Parce que si on a démontré ça, ben, comme on a pris f de x irréductible, alors phi de n sera irréductible. Ok. Comme ça, c'est pas de degré 0, on peut prendre une racine de f, qui sera, comme ce sera une racine aussi de phi de n, ce sera une racine énième de l'unité primitive. Donc prenons une racine de f, donc ce sera, peut-être j'écris énième d'abord, donc c'est une énième racine de l'unité qui est primitive. Et on va aussi prendre un premier qui ne divise pas n. Et ça, ça sera très important que ce ne soit pas n'importe quel premier. Il faut vraiment qu'il ne divise pas n. Pourquoi? Parce que si on a ça, on n'a que phi de p
c'est aussi une énième racine de l'unité primitive. Pourquoi? On a démontré ça quelque part par là. Ouais, exactement ici. On a démontré que si la puissance de cette racine primitive, alors ici c'est fait pour un zeta en particulier, celui-ci, mais en fait on n'a jamais vraiment utilisé que c'était celui-là, on a toujours utilisé que c'était l'ordre, donc cette preuve est exactement la même dans ce cas-ci, ça marche pour n'importe quel zeta qui est une énième racine de l'unité primitive. Il faut que la puissance soit première avec n, ce qui est le cas là-bas, je ne sais pas exactement où on est, on va dire par là. Ok, donc ici comme p et n sont premiers entre eux, ça aussi c'est une énième racine de l'unité primitive. Donc, phi de p, donc zeta puissance p annule le polynôme cyclotomique, vu qu'il vaut 0 pour n'importe quelle énième racine de l'unité primitive. Donc, on a f de zeta puissance p égale à 0, ou g de zeta puissance p égale à 0. Okay, on va supposer que g de zeta puissance p égale à 0. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si ça c'est vrai, alors si on considère le polynôme g de x puissance p, alors ce polynôme est annulé par zeta, vu que si on met zeta à l'intérieur, on obtient 0. Et comme f de x est irréductible, on peut en fait le voir comme le polynôme minimal de zeta. Okay, donc si ça a zeta comme racine, alors f de x le divise et on peut écrire ça comme f de x fois un certain h de x. Ok, ça c'est crucial comme idée. Maintenant, à partir de maintenant et jusqu'à ce qu'on dise autrement, on passe dans fp de x et on cherche une contradiction. Ah ouais, là, j'écris pas très bien. Ok. Maintenant, on passe dans fp de x et on cherche une contradiction. Ok. Donc, je vais écrire avec des petits tildes au-dessus pour bien montrer que c'est pas exactement les mêmes polynômes. Ils ont des coefficients cette fois qui sont dans fp. Et ici, on reconnaît que comme on est dans... peut-être je mets... pour bien se rappeler qu'on est dans fp. Ça. Ok, ici, comme on est dans fp, en fait, on peut utiliser le lemme ici. On peut lui mettre une petite couleur. Alors, pas forcément le noir. Ok, jaune peut-être. On peut utiliser le lemme et obtenir que ça, c'est g de x puissance p. Ok, mais maintenant, comme on est dans fp de x, il y a une décomposition en facteur irréductible, et quand on fait cette décomposition en facteur irréductible, on se rend compte que f de x et g de x, je ne sais pas s'ils sont irréductibles, mais en tout cas, comme ici j'ai que du g de x, je sais qu'ils en partagent au moins un en commun. Je sais que le PGDC de fx et g de x, alors bon, peut-être j'écris ça différemment, je sais qu'il existe en tout cas un irréductible q qui divise f de x et g de x. Ok. Ok, maintenant pourquoi ça nous mène à une contradiction? On observe qu'on a maintenant la chose suivante. xn-1, donc on est toujours dans fp de x. C'est le polynôme cyclotomique de n. C'est en tout cas un facteur par... peut-être je remets... je crois que c'était ici. Ici on voit que phi de n est en tout cas un diviseur de x puissance n-1. Donc je pense un petit peu. Fois quelque chose. Je mets un petit tilde au-dessus pour bien qu'on se... Enfin bref, vous avez compris. Et phi de n de x, je sais aussi qu'il se factorise en f de x fois g de x. Fois quelque chose d'autre. Bon, je le mets ici, c'est pas très intéressant. Mais f de x et g de x, dans fp de x, ils ont un facteur en commun q qui n'est pas trivial, donc qui n'est pas de degré 0.
donc qui apparaît au moins 2 fois dans sa décomposition en premier. On va maintenant montrer que ça c'est impossible, parce que ça voudrait dire, ça voudrait dire que x puissance n-1 a une racine double dans fp de x. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, c'est pas très grave, on n'a pas besoin, mais on va démontrer que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que si il existait un polynôme irréductible qui apparaissait 2 fois dans la décomposition de x puissance n-1, on pourrait le repérer grâce à la dérivée. Parce que x puissance n-1, quand on le dérive, alors qu'il y a ça qui apparaît, alors la dérivée abstraite, hein, pas forcément analytique, vu qu'on est dans fp de x, enfin pas forcément, voilà. Si on dérive ça, on a, alors puisque je me rappelle comment faire, c'est 2 fois qx de x fois quelque chose plus x au carré fois quelque chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on le dérive, qx reste. Ok? Vu qu'il apparaît dans ce terme-là, il apparaît ici. Bon, peut-être je le souligne. Mais la dérivée abstraite de x puissance n-1, on peut la calculer. C'est juste n fois x puissance n-1. Et comme on est dans fp, et que p ne divise pas n est non nul. Et donc ça, c'est très facile à factoriser en élément irréductible, vu qu'il y a le seul élément irréductible qui apparaît, c'est x. Donc, q de x égale x. Mais ça, c'est problématique, vu que q de x doit aussi diviser x puissance n-1, et donc ça doit diviser x puissance n-1, et on voit que alors x doit diviser 1, et on a une contradiction. Qu'est-ce qu'on avait supposé? On avait supposé que g de zeta puissance p était égal à 0, donc c'est forcément l'autre possibilité qui doit être vraie. Et donc maintenant, oublions fp de x, comme conclusion, on a que f de zeta, zeta il n'est pas terrible, f de zeta puissance p égale à 0. Ok, récapitulons ce qu'on a fait jusqu'ici. On a cette factorisation avec f de x, il y a un irréductible. On prend une racine primitive du polynôme cyclotomique, une énième racine de l'unité primitive qui est aussi une racine de f, et on montre que pour n'importe quel nombre premier p qui ne divise pas n, zeta puissance p est aussi une racine de f. On va maintenant montrer en fait que avec cet outil-là, on peut atteindre toutes les racines de l'unité, toutes les énièmes racines de l'unité primitive. Alors soit prenons-en une autre, prenons zeta', une autre racine de l'unité primitive. Alors, comme on sait que les énièmes racines de l'unité sont données par les puissances de notre zeta qu'on a pris tout au début, vu que son ordre est n, il va forcément atteindre les n racines de l'unité, il existe un L tel que zeta puissance L est égal à zeta'. Okay, et on sait par ce qu'on a vu avant que le PGDC de L et de N doit être de 1. Parce que s'il n'était pas de 1, alors zeta' ne pourrait pas être une racine de l'unité primitive. Ok, donc si on décompose L en P1 fois alpha 1 jusqu'à Pn puissance alpha n, on sait que n'importe lequel de ces premiers ne divisera pas n. Peut-être c'est mieux de l'écrire comme ça. Vu que L doit être premier avec n. Ok, mais maintenant on va utiliser beaucoup de fois le fait que si zeta est une racine de f de x, alors zeta puissance p est une racine de f de x. En effet, bon, en fait je vais en refaire tout le... Enfin, vous voyez ce qu'il faut faire, il faut juste multiplier toutes ces pi beaucoup de fois. Donc f de zeta est égal à 0. J'utilise maintenant, à chaque flèche, je vais utiliser l'étape qu'on avait vue avant, donc f de zeta puissance p1 est égal à 0. Si je rajoute encore un p1 et encore un p1, en fait, je peux atteindre p1 puissance alpha 1 égal à 0.
Et je peux, comme tous les PI ne divisent pas n, P1, alpha 1, P2 est égal à 0. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on veut. Et donc, f de zeta puissance L est égal à 0, donc f de zeta prime est égal à 0. Ok, maintenant c'est presque fini, enfin même c'est fini. Rappelons-nous ce qu'on avait au début, on avait phi n de x qui est égal à f de x fois g de x, avec f de x qui est irréductible. Et maintenant on sait que, en fait, toutes les racines de l'unité primitive sont des racines de f. Donc, en fait, on sait que le produit de tous ces x moins, peut-être je l'écris comme ça, x moins zeta prime, pour zeta prime, toutes les racines de l'unité primitive, ça va diviser f, mais ça c'est exactement phi n de x qui divise f de x. Et comme f de x divise aussi phi n de x, on trouve enfin que f de x est égal à phi n de x. Et donc une décomposition comme ça doit forcément être triviale, avec f de x qui vaut phi n de x et g de x qui doit être 1, à une constante près. Et voilà, ça démontre le théorème vraiment le plus difficile de cette vidéo. Donc que les polynômes cyclotomiques sont en fait irréductibles. Ok, maintenant peut-être un peu plus facile, un petit exemple. Un exemple des Olympiades de Suède de 2018, le problème 6. Il fallait trouver pour quels entiers positifs le polynôme x puissance 2n plus x puissance n plus 1 pouvait s'écrire comme le produit de deux polynômes à coefficient entier de degré non nul, les deux. Donc il fallait juste voir quand est-ce que ce polynôme-là était irréductible ou pas. Et il fallait trouver quand est-ce qu'il était réductible en fait. Ok, comme toujours dans ce genre de problème, on essaye les premiers cas. Donc si n égale à 1, on a que p de x est égal à x carré plus x plus 1. Et là, normalement, vous reconnaissez quelque chose. Vous connaissez ce polynôme-ci, phi3 de x. Et on vient de montrer qu'il était irréductible. Donc il peut pas, ça marche pas pour ce cas-ci, vu que ici n est réductible. Enfin, ici phi3 est irréductible. Ok, ça marche pas parce que ça c'est irréductible. Ok, essayons n égale à 2. On a p de x qui vaut x puissance 4 plus x carré plus 1. Ça, on peut dire que c'est x carré plus 1 au carré moins x au carré, par une identité remarquable. Et en fait, on a ici fait apparaître une différence de 2 carrés. Donc il y a une autre identité remarquable, ça donne x carré plus x plus 1 fois x carré moins x plus 1. Donc ici, c'est réductible. Okay. Et pour n égale à 3, on a x puissance 6 plus x puissance 3 plus 1. Si vous avez bien regardé avant, en fait, ça c'est aussi un polynôme cyclotomique, c'est le 9e. Donc ça marche pas dans ce cas-ci. Ok, maintenant on va faire le cas général une fois que... Enfin, les exemples ne nous ont pas apporté grand-chose, mais au moins on voit que c'est pas la réponse, c'est tout juste ou tout faux. Ok, alors on y va. En fait, l'idée clé, c'est d'écrire x puissance 2n plus x puissance n plus 1 comme x puissance 3n-1 sur x-1. Donc, si on multiplie x-1 ici, on retombe bien là-dessus. Et maintenant, en fait, on connaît exactement notre factorisation en polynôme irréductible, d'en haut et d'en bas, vu que, si on revient un peu avant, si on revient ici, maintenant qu'on a démontré que tous les polynômes cyclotomiques étaient irréductibles, on sait exactement que ça, c'est en fait la décomposition en polynôme irréductible. Donc, en fait, l'exercice, ici, toute la difficulté a déjà été... on a déjà fait le travail, en quelque sorte. Donc ça, c'est tous les d qui divisent 3n de phi d de x.
Et ça, oula, c'est tous les d qui divisent n, phi d de x. Donc au final, ça c'est le produit. Tous les d qui divisent 3n, ensuite il faut qu'on enlève tout cela, mais qui ne divisent pas n, phi d de x. Et ok, bah en fait, tout a déjà presque été fait. Il faut juste trouver dans quel cas est-ce que ici on a un d qui satisfait ça, ou si on en a plusieurs. Ok. Donc comment on peut faire ça? Alors si d divise 3n et d ne divise pas n, alors c'est que d il a une valuation 3-adique légèrement supérieure à n. C'est la seule possibilité. Donc si on écrivons ça comme ça, écrivons n comme 3 puissance alpha fois b avec 3 qui ne divise pas b, en fait d doit être 3 puissance alpha plus 1 fois, en fait, fois n'importe quel m avec m qui divise n. Donc la valuation 3-adique est fixée à cause de cette condition-là. Et pour le reste, on peut prendre vraiment n'importe quoi. Vu que ici, c'est juste la valuation 3-adique qui empêche que d divise n, qui autorise que d divise 3n. Ok. Donc maintenant, si on veut savoir le nombre de d qui divise 3n, mais qui ne divise pas n, c'est exactement le nombre de... Ah, ça c'est m qui doit diviser b du coup. Oui, c'est ça. Donc c'est le nombre de m qui doivent diviser b. Et ça c'est exactement quoi? Ben, c'est juste... C'est 1 si b égale à 1, et c'est plus que 1 si b est plus que 1, quoi. Donc, pour résumer tout ça, la seule possibilité pour qu'il y ait plusieurs termes ici, c'est si b est plus grand que 1. Donc, on a notre solution. N doit juste éviter d'être une puissance de 3, parce qu'une puissance de 3, ce serait quelqu'un qui aurait b égale à 1 ici. Et voilà, c'est tout. Et on vérifie que ça marche bien ici. 1 et 3, ce sont des puissances de 3, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et ici, en fait, on reconnaît peut-être, pour compléter, en fait, on reconnaît ici peut-être phi 3 et phi 6, qui sont sur la liste qu'on avait mis précédemment. Alors pourquoi ça marche? Parce que la condition qui est ici, c'est que d divise 6, mais d ne divise pas 2. Et les seuls nombres tels que d divise 6 et d ne divise par 2, c'est 3 et 6. C'est pour ça qu'on a exactement ces polynômes-là qui apparaissent. Voilà, ok, bon, c'était un peu long, mais on a vu pas mal de trucs importants. Ok, merci d'avoir regardé.